Merci d'être sur la télévision Labari pour ce journal de ce jour, mardi 14 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Rendons-nous dans la région de Tillabéri où beaucoup d'enfants nigériens, donc notamment de cette région, sont enrôlés dans les groupes armés non étatiques opérant dans cette région, particulièrement dans la zone dite des trois frontières. C'est l'ONG internationale Amnesty qui le dit dans son rapport publié sur la situation sécuritaire, donc un rapport de plus de 60 pages publié le 13 septembre 2021. Un rapport qui a suscité la réaction des défenseurs des droits des enfants, notamment le coordinateur de l'ONG EPAD à Niger dans ce reportage signé Hamza Sakou et Chebou Guissou. De plus en plus, des enfants sont tués ou ciblés pour être recrutés par des groupes armés. Dans le contexte du conflit qui fait ravage au Niger, aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso, a déclaré Amnesty International dans un récent rapport publié le 12 septembre dernier. Une situation alarmante et qui interpelle à plus d'un titre les défenseurs des droits des enfants. Ces groupes terroristes, malheureusement, sur leur passage, détruisent les écoles, détruisent les cases de santé, brûlent souvent également les greniers qui servent quand même de magasins pour les vivres de nos communautés. Et du coup, cela impacte négativement, en tout cas, sur ces droits fondamentaux des enfants, notamment avoir accès à l'éducation. Mais le plus inquiétant, je pense, c'est l'enrôlement de ces enfants-là dans le conflit. Mais bien avant, probablement, cet enrôlement-là, il y a quand même une psychose qui est déjà née, qui est créée. C'est la psychose de l'anxiété, c'est la psychose de la peur, c'est la psychose du manque de sommeil. Aujourd'hui, dès que les enfants entendent le bruit de ces motos-là, je pense que ça les alarme à plus d'un titre. Nous, en tant que défenseurs, on est plus qu'alarmés par rapport à cette situation pour laquelle je pense que des réponses urgentes doivent être apportées. Nous savons que de par même la position, par exemple, de la localité qui est citée dans le rapport, effectivement, les pays voisins, depuis plusieurs mois d'ailleurs, Amnesty avait alerté sur l'utilisation de ces enfants-là comme espions, comme des enfants qui doivent, par exemple, fournir un certain nombre de renseignements, etc., ou, par exemple, apporter un certain nombre de ravitaillements. Mais au Niger, quand on arrive au point où ces enfants-là sont recrutés, entraînés dans des camps, je pense qu'il y a véritablement une vive préoccupation. Il n'y a pas de développement de l'insécurité. C'est pourquoi, pour ces défenseurs des droits des enfants, au-delà des volontés manifestes, les actions aussi doivent être au rendez-vous. Plus qu'urgent que les pouvoirs publics, les partenaires au développement et la société civile, les Nigériens dans leur ensemble, nous devrons en tout cas à l'unisson, chacun de son côté en tout cas, donner du sien pour que ces enfants-là soient sensibilisés, commencer d'abord par leurs parents, mais que l'État également, qui est quand même garant de la sécurité des personnes et des biens, puisse ne ménager aucun effort pour que les populations soient sécurisées partout où ils sont. Le président actuel s'est donné deux défis, ou en tout cas deux priorités. C'est d'abord la santé, en plus l'éducation. Nous osons espérer quand même que si cet engagement est accompagné d'actes concrets, nous pouvons y parvenir. Que les moyens qui vont être destinés à équiper notre armée soient utilisés de manière rationnelle, que véritablement les forces armées soient dotées des moyens conséquents de dernière génération et que les hommes soient aussi très bien formés. Aujourd'hui, notre école est à terre, tout le monde le sait, nous sommes unanimes là-dessus. Je pense qu'il faut corriger le tir et nous osons espérer que le président actuel, avec son équipe, ne ménagera pas les efforts pour que l'école nigérienne redore le blason et que les enfants puissent être vraiment dans des conditions sécuritaires minimales. Il est urgent que l'on prenne rapidement des mesures pour que les enfants touchés par le conflit dans la région de Tillabéri puissent avoir accès à l'école et à la santé afin de se construire un avenir. Plus de 930 ménages victimes des récentes inondations de Niamey ont été relogés sur le nouveau site, comme annoncé par les autorités. Ces sinistrés s'installent progressivement donc sur leur nouveau site de Sénou, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Notre équipe s'est rendue ce matin pour constater la nouvelle vie de ces sinistrés sur leur nouveau site. Reportage Fajimata Moussa, les stagiaires et Sardoumi.
au nombre de 935 familles victimes d'inondations déguerpies de leurs maisons respectives dans l'arrondissement communal Niamey 5. Ces familles n'ayant plus où aller sont assistées par les autorités d'où leur logement au quartier Senou, toujours 6 à la commune 5 de Niamey. Al-Mustafa Saleh, président du comité sinistré, explique les conditions dans lesquelles ils vivent. Toutes les conditions sont réunies à notre arrivée parce que déjà nous on a trouvé de l'eau ici et l'électricité est juste là à côté. D'ici peu de temps, ça sera à notre disposition. L'État a l'intention de créer une école ici, une école privée aussi, une école collège. Donc le centre de santé aussi est en cours. Parce que on ne peut pas, l'État même sait qu'on ne peut pas mener une population comme celle-là dans un lieu où il n'y a pas un centre de santé et une école. Et c'est ça aussi l'importance, surtout l'éducation est très importante dans un pays. Au cours de cette visite sur ce site, un des sinistrés rencontrés a tenu à remercier l'État pour ses bienfaits et lance un cri de cœur aux autorités de continuer à mieux faire. Là, très franchement, l'affaire est clean. Parce que je pense que c'est le dernier sinistre qu'on a suivi. Ça, c'est la solution une bonne fois pour toutes. Nous remercions d'abord les autorités, les partenaires, la protection civile, la commune et la ville de Niamey. Parce qu'ils sont là, ils nous ont accompagnés et ils ne nous ont pas laissés. Par rapport à la situation, maintenant, nous souhaiterions avoir la construction. Parce que déjà, je pense qu'il y a des choses en cours. Je vois, on est là en train de nous faire des latrines par maison. Chaque maison avec une latrine. Donc il y a l'eau potable et l'installation de l'école est en cours. La sécurité est là. À l'en croire, cette fois-ci, c'est la bonne. Il est à présent opportun d'éviter ce genre de situation peu enviable. Alors, il appartient à tout un chacun de les conseiller en évitant au maximum d'habiter dans les zones inondables. Nous restons sur le site de Seno et toujours avec Fajimata Moussa. Cette fois-ci, c'est pour aller directement à l'école Seno Marigo qui a servi de site pour la plantation d'arbres le 3 août dernier à l'occasion de la fête du 3 août. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Plus d'un mois après cette cérémonie, l'entretien des arbres plantés n'a pas été bien assuré et les conséquences, vous le savez, ce sont là beaucoup de pieds qui n'existent plus. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Fajimata Moussa sur les images d'Abakar Soleil. La plantation des arbres est un événement aussi extrêmement important pour nous parce que nous devons lutter contre le changement climatique, lutter contre la désertification. Je remercie les organisateurs pour le thème qui a été choisi cette année, en particulier le Moringa, parce que le Moringa, c'est notre café, c'est notre cacao, c'est vraiment une plante sur laquelle le Niger peut tirer beaucoup de profit pour ces populations, notre lutte, notre contribution pour le changement climatique, pour l'atténuation de ces effets en particulier. Voilà ce qui m'inspire la fête de cette année. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. 40 jours après la cérémonie, ces jeunes pousses sont complètement abandonnés à leur sort. Laissés à la merci des intempéries et des animaux errants, à cela s'ajoute un manque total d'arrosage. Résultat, tous les plants de moringa plantés sur le site de l'école primaire Seno Mariga par les autorités sont morts à cause de cette désenvolture totale. Ce désintéressement ne surprend guère l'environnementaliste Issa Garba, pour qui la plantation d'arbres à l'occasion du 3 août est juste protocolaire pour les autorités. Depuis l'avènement de la conférence nationale, nous avons constaté que les nouveaux acteurs issus de la conférence nationale ne se sont jamais souciés de la question environnementale, ne se sont jamais intéressés à la fête de l'arbre. La fête de l'arbre est devenue juste une fête protocolaire où on cherche juste un terrain de 2 mètres carrés, on amène les eaux de forêt. Je le dis souvent, c'est la première fois que tu vas voir les eaux de forêt, ils sont très bien habillés, passés avec leur varèse, avec cravate, on vient, ils constituent en réalité les décors de l'événement.
et quelques chancelleries qui sont là, les membres du gouvernement, ils viennent, ils plantent quelques arbres qui sont une plantation symbolique. L'entretien des plantes est une affaire de tous, explique Sani Ayouba. Quand vous avez des arbres, il faut les entretenir. Ce n'est plus, l'arbre n'appartient plus aux autorités qui ont planté ou des partenaires qui ont financé, mais cela vous appartient. Donc nous devons tous entretenir les arbres qui ont été plantés à côté de chez nous, dans nos écoles, au niveau des centres de santé ou bien dans des espaces dédiés à cela. C'est une responsabilité collective et chacun doit jouer son rôle pour le maintien des arbres. Nous devons éviter que nos animaux errent comme ça dans les rues pour aller brouter les espèces plantées, etc. Donc c'est vraiment une responsabilité collective. Chacun a sa part à jouer. Les autorités doivent en tout cas assumer pleinement et doivent renforcer aussi ce qu'ils font davantage. Et les riverains aussi doivent en tout cas s'impliquer et s'approprier toutes ces initiatives de reboisement. Il est grand temps que les uns et les autres prennent à bras le corps cet esprit de patriotisme par un véritable changement de comportement, car le bien public est une affaire de tous. Plusieurs journalistes des médias partenaires du studio Kalangu venus de différentes régions du Niger sont en formation ici à Niamey au siège du studio Kalangu, une formation qui porte sur les thèmes donc relatifs au tournage de reportages via Android, une initiative saluée par les participants que vous allez voir dans ce reportage signé Nafisa Yahaya Abokar Soleil. Faire le reportage avec un téléphone Android, c'est sur cette thématique que se tient cette formation initiée par le studio Kalangu au profit des journalistes des médias partenaires. Il s'agira d'outiller les participants de 14 médias partenaires sur les techniques, les outils, les différents aspects liés au reportage avec téléphone Android. Comment tourner avec son téléphone Android, comment mixer les sons, comment ajouter le générique, comment faire le reportage avec le téléphone Android. Bref, avoir le produit fini avec son téléphone Android ou son smartphone. C'est à cela qu'on veut outiller, initier ces participants pour qu'ils soient en mesure de tout faire à travers leur smartphone. Pour les bénéficiaires, cette formation revêt un caractère important. C'est pourquoi ils saluent l'initiative. Nous sommes des journalistes sur le terrain. Souvent, on est face à des situations où nous n'avons pas nos matériels. En matériel, les caméras, les micros, les dictaphones et tout ce qui s'ensuit. Donc souvent, on a besoin de faire des images, on a besoin de traiter, de faire des reportages. Le téléphone portable est tout le temps sur nous. Donc le téléphone portable, aujourd'hui, il y a des téléphones vraiment très sophistiqués, n'est-ce pas, qui peuvent vraiment fournir des images d'une grande qualité. Il y a déjà à peu près un mois, on était là pour une formation où vraiment les formateurs ici à Kalangu nous ont donné les prérequis par rapport au journalisme, le journaliste reporter d'images, les qualités qu'il doit y avoir. On a même fait quelques exercices théorique, mais le temps n'a pas suffi et je pense que cette formation qu'on est en train de suivre, ça part dans la suite logique de ce qu'on a déjà vu, comment faire un reportage avec un téléphone Android. Aujourd'hui, vous savez, les Android là qu'on a entre nos mains, souvent on a tendance à les sous-estimer, mais c'est un véritable bijou. C'est quelque chose, si on sait l'utiliser, c'est carrément possible de pouvoir réaliser un reportage complet avec les téléphones smartphones qu'on a. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vraiment nous outiller, nous montrer les techniques, comment prendre des images, comment gérer le son, grosso modo, comment pouvoir réaliser un reportage avec l'Android. Je pense vraiment que c'est une très belle initiative et j'encourage vraiment les formateurs de Kalangu dans ce sens. Ainsi, 4 jours durant, ces hommes et femmes de médias seront outillés sur le processus du tournage des reportages avec le smartphone. Allons-nous à présent à la découverte du zoo du musée Boubou Hama du Niger.
un établissement donc, qui fait face à un certain nombre de difficultés. Son premier responsable a brossé la situation donc, actuelle du Musée national. Avant d'annoncer donc le projet de rénovation qu'ils sont en train de prévoir pour redonner une nouvelle image à ce musée national qui fait la fierté du Niger. C'est un dossier signé Areta Sala et Ibrahim Aboudou. Superbe aperçu de la richesse culturelle, naturelle et historique du Niger, le musée national Aboubou Hama, créé en 1958, regorge à ce jour 122 espèces d'animaux, dont 56 mammifères, 56 oiseaux et 16 reptiles. Le zoo est la partie principale du musée qui attire plus de visiteurs et c'est cette composante que son entretien constitue un véritable défi auquel fait face au quotidien les responsables de ce musée. Actuellement, je peux dire qu'on a une population de... Avant, c'était 126 éléments, mais avec les inondations passées, il y a un porc-épic qui est sorti et 2 fennecs qui sont morts. Donc, présentement, nous avons un effectif, c'est des individus, et qui fait 122 individus en termes d'animaux. Si on compare ce qui faisait avant plus de 200, aujourd'hui on est à 122, c'est vrai, les réalités sont différentes. Il y a des causes naturelles et anthropiques, c'est-à-dire le climat qui est en train de se dégrader. De l'autre côté, l'homme qui est en train de détruire l'habitat de ces animaux. Vous constatez que même au niveau du pays, il y a des animaux qui manquent dans ce pays. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, en tout cas le musée, avec le peu de moyens qu'il a, il a pu mobiliser aujourd'hui jusqu'à 122 éléments aujourd'hui qui sont au niveau du musée national. Ce n'est pas négligeable. Les gens étaient habitués à la période des vaches grasses, il y avait tout, mais aujourd'hui, même de la brousse nigérienne, on n'a pas assez d'animaux. On est gêné parce qu'à chaque fois, les gens vont dire des éléphants. Aujourd'hui, il a fait 43 ans que le musée n'a pas d'éléphant. La girafe, ça fait combien d'années on n'a pas. Mais nous, on a obligation morale et institutionnelle de faire en sorte que le public voit ces animaux-là. De 200 en 1959, aujourd'hui, le musée national se retrouve avec 122 espèces d'animaux. Pour redorer le zoo du musée, il existe 3 modes d'acquisition d'animaux qui sont... Le musée, en tant qu'institution nationale, il a en fait une subvention que l'État met à sa disposition chaque année, qui doit inclure l'alimentation, mais aussi l'acquisition. L'acquisition, le musée peut acheter directement. Les musées aussi peuvent recevoir en cadeau parce qu'il y a des familles, il y a des gens, des philanthropiques qui ont cette fibre patriotique, qui peuvent donner. Les musées peuvent donner, les musées peuvent recevoir, les musées aussi peuvent prêter. Quelqu'un, par exemple, s'il y a une biche dans votre maison qui est en commun, vous l'amenez au musée. Elle est à vous, mais vous l'avez mise au musée national pour que les gens en profitent. Ça, c'est une contribution. Donc, vous voyez, le mode d'acquisition, c'est l'achat, les prêts et la mise à disposition. Et la plus sûre, maintenant, c'est celle qu'il faut acheter. Avec le peu de moyens dont il dispose et l'aide de quelques bonnes volontés, les responsables du musée tentent tant bien que mal d'assurer une bonne alimentation à ces animaux. L'alimentation, c'est vrai, je vous ai dit, c'est là le nœud du problème. Et garder par exemple une population composée de 4 lions, composée de crocodiles, composée de varans, composée de chats, il faut journellement. C'est-à-dire chaque jour, il faut amener de la viande fraîche. Hormis la contribution des abattoirs qui nous amènent, lorsque la viande est avariée, l'abattoir en fait nous contacte pour nous donner. Donc on est obligé des fois de chercher jusqu'à 2 ans par jour. Et là, nous voyons, ça fait les 40 000. Et ça, je voudrais qu'il manque du côté carnassier. Sans compter aussi les bonnes volontés qui se font au niveau du marché à bétail et la gendarmerie nationale à travers leur club hippique. Donc il y a tout le temps des gens qui contribuent. Le musée, ce qui dépense, n'est pas à comparer à ce qu'on reçoit. Mais là, comme ce n'est pas un truc précis, mais moi, je crois que quand même, ça participe beaucoup à cette contribution. Quand vous regardez au niveau, par exemple, des chimpanzés, les frugivores qui mangent les fruits, on peut dépenser chaque jour 10 000 francs uniquement pour ceux qui mangent les fruits. La contribution qu'on met à notre disposition, c'est celle-là qui doit permettre d'abord de payer les salaires, parce qu'aujourd'hui, le musée est une session quand même qui est autonome. Le personnel doit être payé la subvention. Nous avons également l'énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui payons maintenant notre LCS, qui paye notre eau. Donc, vous voyez, quand on regarde vraiment la subvention, moi, je crois que c'est vraiment une équité d'eau dans le désert. Il existe des projets de réhabilitation et ou de rénovation pour doter le musée national avec d'autres espèces. Et nous avons initié un projet de capture d'une girafe qui a même, parce qu'on a eu l'autorisation, avec la construction d'un biotope. Le biotope, c'est quoi? C'est juste un endroit, un microclimat, une sorte de reconstitution de leur habitat naturel. Donc le biotope qui va coûter environ 40 millions,
On a déjà un partenaire qui a pris ce dossier. Aller également dans la zone de Falmey et la zone de Fleuve pour avoir un couple de phacochères. Nous avons également un projet, si vous voulez, un hippopotame. Nous avons également un projet d'amener le buffle. Et nous avons également un projet, dans le cadre de l'amélioration des conditions de leur gardiennage, finir en fait une sorte de tanière en semi-liberté. Les lions maintenant, nous, ça choque surtout à travers le monde. Les gens ne veulent plus qu'on garde les animaux dans les cages. Donc on est en train d'envisager une sorte de système de gardiennage, mais les animaux sont à liberté. L'insuffisance de la subvention de l'État constitue le véritable obstacle à prendre aisément soin de ces animaux du musée national Boubou Hama. Merci Arita Sala. Intéressons-nous à présent à la production et à la consommation des œufs de poulet ordinaires et ceux de poulet de chair. Leur consommation donc est une bonne chose, mais avec modération, nous dira le nutritionniste dans ce reportage signé Bakar Mbondou. C'est un stagiaire de l'IFTIC. La consommation des œufs est vivement conseillée à cause de son apport nutritionnel. Cependant, sur le marché, des catégories d'œufs sont disponibles. Les œufs produits localement et ceux produits dans des fermes avicoles. Ces œufs sont produits par les pintades. On peut s'en procurer de ces œufs tout au long de la saison de pluie. Pour ainsi dire, les clients préfèrent la quantité que la qualité. Il y a les œufs locaux et les œufs produits dans les fermes. Mais les œufs locaux sont plus vitaminés que celles des poules pondeuses. Les clients qui viennent préfèrent les deux catégories d'œufs. Pour les nutritionnistes, les œufs produits localement sont beaucoup plus conseillés. Les œufs d'origine, les œufs naturels ou les œufs locaux. Donc ces œufs-là ont plus d'éléments nutritifs que les œufs qui vont être produits de façon industrielle à partir notamment des poules pondeuses. La première différence entre les œufs et les deux types d'œufs, c'est que les œufs locaux, les œufs issus entre guillemets de la poule locale, sont des œufs qui sont plus riches en vitamines. Et lorsque vous comparez, il suffit simplement de faire la comparaison. Après la cuisson, lorsque vous faites une omelette, vous allez voir que l'œuf produit localement a tendance à avoir une coloration jaune-orangé, et alors que l'autre a tendance à être moins foncé. Donc cela simplement veut dire que les œufs qui sont les œufs locaux sont plus riches en vitamine A. En somme, se nourrir des œufs est bien pour la santé. Cependant, la consommation abusive peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Merci Abakar. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.